Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et vous allez comprendre pourquoi c'est la vraie voix, c'est la tempête aujourd'hui dans quelques instants. Ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va bien, on vous souhaite la bienvenue. C'est lundi, ben voilà, ça y est, ça commence, ça ricane. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore l'originalité de votre dialogue initial. Ah oui. Ça va. Bah oui, Voilà. écoutez, Et toi, ça va, ça va. c'est la première chose que vous dites à la personne qui est à côté de vous quand vous voulez, non? Mais Comment bien ça sûr. va? Voilà. Non, mais je sais pas. Non pas que on j'ai passé aurait la pu nuit avec espérer- Philippe David. Non, Parce que c'est un peu bizarre On quand aurait même. pu espérer que Philippe, je sais pas, un jour dise. Non mais ça va pas. Et vous? Non mais ça va pas. Non. Ah bah, par Comme contre, ça vous êtes content, ça va pas. Pas content. Bah, pour une fois qu'il y a des gens qui sont toujours Oui, contents bah voilà. et on va se plaindre, c'est fou quand même. En attendant, 0826 300 300 avec Aude bien entendu qui vous attend au standard. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, le ministre de la fonction publique s'attaque à l'absentéisme des fonctionnaires. Le nombre des jours d'absence est passé de 43 à 77 millions en 10 ans selon Guillaume Casparian. Pour y remédier, il entend passer de 1 à 3 jours de carence comme dans le privé. Alors parlons vrai, est-ce que les inégalités publiques-privées vous paraissent normales ou scandaleuses? Est-ce que pour vous l'augmentation du nombre de jours de carence fait diminuer les abus? Et à cette question, alignement des jours de carence publique-privée, est-ce une mesure de justice sociale? Vous dites oui à 68% sur Twitter. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. On posera la question à Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Le 49.3 est vital dans la 5e République, selon François Bayrou, le leader du mode de Modem. L'affirme en pleine épreuve du budget. Le texte et les amendements sont passés au Sénat sans avoir terminé leur parcours à l'Assemblée. Pendant ce temps, les députés s'attaquent dès aujourd'hui au budget de la Sécu et beaucoup s'attendent à tout ce que, en tout cas, tout se termine par le 49.3 à un moment donné ou un autre. Alors parlons vrai, est-ce que le 49.3 est un outil contre l'obstruction parlementaire? Est-ce que les premiers responsables de l'usage du 49.3 ne sont pas les groupes parlementaires qui font des amendements par centaines, voire même par milliers? Et à cette question, comme dit Bayrou, le 49.3 est-il vital pour la 5e République? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels encore et toujours au 0826 300 300. Et notre invité, Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à la Sorbonne et auteur de La justice en question aux éditions Dialogue. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Je vais pas demander à Philippe Bilger s'il va bien, il va m'engueuler. Ça va Philippe? Non, aujourd'hui j'ai mieux. J'ai pris un antibiotique, donc je vais moins tousser. Ma chérie. Bah, c'est bien. Il est normal de penser que mon état de santé a une portée universelle. Bien entendu. Intéresse tout le monde. Bah, la c'est France une attendait évidence. ce bulletin médical depuis 2 jours. Françoise Degois, éditorialiste Eh du ben, Sud oui, Radio. je suis un peu chabada, moi j'ai mal à la tête. Alors en fait, c'est le bureau des pleurs Ah ouais, avec voilà. Philippe Je sais pas ce qui Bilger m'arrive. depuis tout à l'heure, c'est le bureau des pleurs. Mais moi je tousse, mais moi j'ai mal à la tête, donc ça va mieux, j'ai pris un cachet. Je ne suis pas faible pour longtemps, mon cher Philippe David, je Ne tiens inquiétez juste pas. à vous le dire. Vous inquiétez inquiétez pas. pas, de toute Non façon. mais vous inquiétez pas, moi ça va mal. de toute Ouais, façon. bah ça, oui, c'est vrai, vous êtes de mauvaise humeur. Non, mais oui, c'est pas il vrai. faut- Vous savez que c'est faut pour de changer. faux. Vous savez que c'est pour de. Ça se discute. Oh, allô maman, voilà, oh j'adore. Oh, mais j'aimerais bien là. Oh bah oui, oh, j'ai mal à la tête. Ah, mais c'est Maman. Allez, on y va. Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Christophe Couvi. Ça nous fait plaisir de vous avoir autour de la je suis table. pleine forme. Hein, Pour je suis gaz. changer. Vous êtes gaz. Calmez-vous, Tornado. Ça va bien se passer. Ça va? On est content de vous avoir en tout cas. Mais content d'être Ah, là mais c'est avec son vous. baptême. Bah, Oui, bien c'est sûr, ça. c'est Le son baptême. bisute, le bisute. On va le visiter. Ouais, on est un peu faible. pour En visiter. général, un homme chauve, ça donne de la qualité à une émission. Oui, bien sûr. Enfin, oui. certains hommes. Oui, chauds. mais 2, ça pose un problème. Ah ouais. Ça s'annule, ça s'annule. Et 3, c'est plus un hasard. Ouais. Allez, ce numéro 0826 300 300 avec notre auditeur du jour, il s'appelle Franck de Marseille. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir. Comment ça va Marseille, n'importe quoi Eh Franck. bien, écoutez, ça va bien. On Bon. me demande de pousser un coup de gueule ce soir. Donc Ah non, je bon, vous ferai avez rien demandé, volontiers c'est cela. vous qui décidez, vous savez. Le bien sûr. syndicalisme en France, une plaie ou une opportunité pour réformer le pays, selon vous? Alors écoutez, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut nécessairement réformer le pays en profondeur actuellement, compte tenu de ce qui est en train de se passer. Pour ce faire, il y a des partenaires sociaux qui résonnent dans le cadre généralement et idéalement dans le cadre d'un collectif qui est un sens du bien commun. Or, il se trouve qu'en France, on a des syndicats que je qualifierais de révolutionnaires, qui s'appellent la CGT FO notamment, qui bloquent le pays dès qu'ils ont la moindre occasion de le faire, dès qu'on veut réformer ce pays. Et je citerai 2 exemples pour étayer
mon propos, à Marseille par exemple, on peut dire que le port a été tué par la CGT. Il n'a pas réussi son développement alors qu'il était le 4e européen et qu'il est désormais, je dirais, en fond de classement, même s'il est en train de se relever. Et la ville qui est trustée par FO connaît des grèves à répétition dès qu'il s'agit de toucher par exemple au fini parti du ramassage des poubelles. Et il se trouve qu'en France, de manière générale, dès qu'on veut réformer le pays, les syndicats sont dans la rue et mettent la France dans un état absolument épouvantable puisque tout est bloqué. On va faire réagir parce qu'on a très peu de temps. Bougez pas, Franck. Philippe Bilger, Françoise de Gois. Notre auditeur force un peu le trait, mais globalement, je suis assez d'accord avec lui. Françoise, bien sûr, nous sommes une république sociale. Par ailleurs, les poubelles à Marseille n'ont rien à voir. C'est pas la mairie qui gère les poubelles, c'est l'agglo. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, je pense que vous avez une vision tout à fait caricaturale du syndicalisme. Le syndicalisme, je le redis, nous sommes une république sociale. Je n'ai jamais vu qu'on arrache un droit en disant asseyez-vous en face, mais je vous en prie, signez. Non, on met du rapport de force et on arrache des droits. Écoutez, moi je fais partie de Force ouvrière, je suis pas révolutionnaire, je suis policier, donc justement je respecte les règles. Ce qu'il y a, c'est surtout ce qu'il faut, c'est le dialogue social, c'est en amont. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours obligé de montrer les muscles en France avant de passer à la négociation parce qu'on n'est pas respecté. Regardez dans d'autres pays, notamment européens du Nord, etc., il y a une intelligence collective où on négocie avec les syndicats, parce que les syndicats sont là pour faire respecter les droits du travail notamment. Eh ben, vous avez choisi votre camp, Jean-Christophe et Françoise, contre Franck et Philippe Bilger. Pas grave, on aime bien Franck. Moi, j'adorais être minoritaire. Voilà, ça va bien. Oui, c'est sûr. Vous adorez être minoritaire et gouverner. C'est ça qui est extraordinaire. 5%, tête d'épingle, les maquillons. Je crois que ça s'appelle une dictature, François. J'aurais du courage, forcément. Alors, vous avez du courage. Est-ce que le procureur va avoir du courage dans un instant et de quoi le procureur va, pour une fois, être un peu relatif à propos de Gabriel Attal. Françoise de Gois a de raison. Allez. Pas un mot sur Retailleau. Allez, à tout de suite. Pas encore. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que vous avez passé un bon week-end et déjà un bon lundi. Merci de nous accueillir chez vous tous les jours de 17h à 19h avec notre ami Philippe Bilger qui est là tout le temps. Bam, ça va Philippe Bilger, tout le temps, tous les jours il est là. Pour un lundi, ça va très bien. Ah bah très bien, parce que vendredi ça irait moins bien, parce que bien sûr il y a le week-end. Mon Philippe David, ça va très mal. Ensemble, je vous ai rien demandé. Vous me l'avez dit tout à l'heure déjà que vous alliez bien. Ça allait mal tout à l'heure. Maintenant ça va très mal. Avec Françoise de Gois et Jean-Christophe Couvi qui est avec nous. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? On va parler de Gérard Depardieu et de son procès renvoyé dans un mois. Ses médecins lui ont interdit de se présenter à l'audience aujourd'hui. On va parler aussi de Jordan Bardella qui n'aura pas droit à sa publicité dans les gares. Il crie à la censure. Et puis de cette insulte proférée en plein meeting. Dans un meeting de Donald Trump, l'un de ses soutiens, un humoriste, qualifie Porto Rico d'île flottante couverte d'ordures. Polémique forcément dans la dernière ligne droite de la campagne. On va dire un mot aussi d'ailleurs de cette info qui vient de tomber, l'opération d'une lésion cervicale du chef du gouvernement Michel Barnier. C'était ce week-end, on vient de l'apprendre à l'instant. Bref, en 3 mots, renvoi, publicité et donc ordure concernant cette polémique outre-Atlantique. Et tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Un réquisitoire qui va concerner, de manière assez surprenante, Gabriel Attal, mais pas que. En effet, et d'ailleurs je vais me permettre d'infléchir un peu mon point de vue, parce que je partais de l'idée que le président Macron avait encore un peu d'influence, puisqu'il avait presque persuadé Gabriel Attal et Elisabeth Borne d'avoir un accord pour éviter un conflit qui aurait fait mauvais effet. Mais à la suite de cette réflexion, je crois que Gabriel Attal, aujourd'hui, est un peu fragilisé pour 2 à 3 raisons. D'abord parce que son influence au sein du groupe est très contestée, contrairement à ce qu'il espérait. Ensuite, il se rend compte que peut-être ça n'est pas une très bonne chose de cumuler les 2 fonctions qu'il espérait pouvoir remplir. Et donc, il y a quelque chose qui se passe à l'heure actuelle où son ambition, sa volonté d'être présent en 2027 semble objectivement être contrariée, comme si une forme de désinvolture et d'état de grâce était en train un peu de s'estomper.
Oui, je pense que la campagne très acérée d'Elisabeth Borne lui fait beaucoup de mal, hein, parce qu'elle est extrêmement dure avec lui. C'est-à-dire que c'est tout à fait logique, quand vous quittez la position institutionnelle, de toute façon, vous perdez des plumes. C'est arrivé à tout le monde. Regardez Manuel Valls qui quitte Matignon pour aller à la primaire, il perd des plumes. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, véritablement, c'est que qui trop embrasse mal étreint. Gabriel Attal veut tout. Et en réalité, ça l'ennuie profondément de gérer les députés. Il le dit lui-même, il l'a toujours dit. Et quand il était conseiller, je m'en souviens, nous étions dans le même gouvernement, ça l'ennuyait aussi. Et on a vu sa perte d'influence, notamment sur le vote de la vice-présidence. Il avait demandé que tout le groupe vote pour le candidat LR, et en réalité, c'est l'écologiste qui passait. Donc oui, ça ressemble en tout cas à un obstacle pour lui, mais il en faut bien, si vous voulez pas toujours tout sourire à chaque instant à la jeunesse. Jean-Christophe Couvi. Oui, c'est dans l'adversité qu'on se forge, hein, de toute façon. On voit bien que, oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et dès lors qu'on passe du Premier ministre dans l'hémicycle, il y a tout à reconstruire. C'est ça, c'est ça. Il perd la position institutionnelle. Oui. Allez les amis, merci beaucoup pour ce sujet. Philippe Bilger, tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont renvoi, publicité et ordures. Gérard Depardieu, absent à l'ouverture de son procès pour agression sexuelle, ses médecins lui ont interdit de se présenter, explique son avocat. Audience renvoyée dans un mois après un traitement. Jordan Bardella crie à la censure. La publicité pour son livre ne sera pas diffusée dans les gares. Mediatransport met en avant son principe de neutralité. Et puis, en plein meeting de Donald Trump, un humoriste se lance dans une série de blagues sur Porto Rico, une île flottante d'ordures, a-t-il lancé, devant une foule de supporters ravis. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, on vient de l'apprendre, Michel Barnier a été opéré ce week-end d'une lésion cervicale. Les résultats de l'analyse seront connus d'ici quelques semaines, fait savoir Matignon dans un communiqué. Tout s'est très bien passé, il a repris normalement son travail aujourd'hui à l'hôtel Matignon. Il recommencera ses activités publiques avec le Conseil des ministres ce jeudi, poursuit le texte. En tout cas, aujourd'hui, le chef du gouvernement s'est entretenu avec la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, mais aussi avec la ministre chargée des relations avec le Parlement, Nathalie Delattre. Donc Michel Barnier qui a été opéré du cerveau ce week-end. Non, des cervicales. Des cervicales. Oui. Juste un mot, je m'étonnais de cette communication. Je pense que cette communication, ça veut dire qu'on analyse la lésion. Je ne suis pas médecin, etc. Je trouve que c'est une communication très très complète quand même pour une opération bénigne d'une lésion cervicale. C'est juste un point d'interrogation que j'ai sans avoir nullement la prétention d'être médecin, bien sûr. Peut-être la volonté de changer avec... d'être très transparent. Oui, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être. Allez, on en vient à votre premier mot. On a été, nous, Félix, sur nos petits mots. Ouais, renvoi. Avec quelques-uns des slogans scandés ce matin par des militantes féministes devant le tribunal correctionnel de Paris. Tu n'es pas la fierté de la France, la honte change de camp, la honte change de camp, victime, on te croit, de l'heure, on te croit. Alors, grande dame, Gérard Depardieu ne s'est pas présenté à l'ouverture de son procès pour des accusations d'agression sexuelle qui auraient eu lieu lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Le procès a donc été renvoyé à dans un mois. C'est ce que demandait son avocat, maître Jérémy Assous. Il souhaite ardemment se défendre puisque depuis plus de 3 ans, un très grand nombre d'inexactitudes, de fausses informations et de mensonges ont été diffusés, relayés systématiquement. On n'a eu que la parole de l'accusation. Et maintenant, enfin, on va pouvoir avoir la parole de la défense. Malheureusement, ces médecins ont prescrit une interdiction de se présenter aujourd'hui. Mais ils ont indiqué qu'avec un traitement adapté, ils pourraient se présenter dans 6 mois. Donc nous allons demander un report afin qu'ils puissent se présenter devant le tribunal correctionnel. Jérémy Assous, avocat de Gérard Depardieu, au micro AFP d'Émilie Delward et d'Aurore Mésange. Philippe Bilger, est-ce que manifester devant un tribunal, ça pose quand même pas question? C'est ce qui m'énerve, moi, dans le féminisme vindicatif. Mais en même temps, elles ont le droit de manifester. Hein. Et je n'aimerais pas davantage que d'autres groupes ou structures manifestassent de la même manière devant n'importe quel contentieux, pour n'importe quel procès. Mais on ne peut pas l'éviter.
Cécile, c'est quoi j'ai pas saisi. Il en a pour 6 mois, mais il y a eu un renvoi ordonné pour le mois prochain. Non, pour 6 mois. Pour un mois, non. Renvoi pour un mois, mais il a un traitement qui devrait lui permettre théoriquement de parler, mais seulement dans 6 mois, si j'ai bien compris. C'est bien donc ça. c'est dans 6 mois. Ouais, enfin moi, d'abord elles ont le droit de manifester, elles ont bien raison. Et Bien puis sûr. par ailleurs, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie démocratique. Il y a des gens qui sont horripilés par le personnage de Depardieu. Moi, je pense que c'est un très grand acteur, mais la réalité, c'est que les faits qui nous sont présentés ont l'air assez accablants. Et puis, quel dommage. Il voulait tellement témoigner, il voulait tellement se défendre, mais pas de bol, il est malade, sérieusement. C'est vrai, Franchement, mais ok, j'entends que c'est vrai. Bon, reportons à 6 mois. J'entends, je suis pour tous les droits de la défense, mais considérez quand même qu'à un moment donné, cette défense est un peu... Il voulait tellement se défendre, mais malheureusement, il ne peut pas, il est malade. Sérieusement. Voilà, je comprends qu'on puisse être énervé. C'est peut-être vrai, mais je comprends qu'on puisse être énervé. Je le comprends. Jean-Christophe Couvi. Moi, je suis flic. Alors, nous, dans la police, on instruit à charge et à décharge. Et donc, effectivement, moi, je mets toujours un bémol en disant attention, il y a un jugement qui doit être fait, un procès, et à la présomption d'innocence. Tant qu'il n'est pas condamné, il est innocent. Donc attention au tribunal médiatique, c'est un peu trop rapide. Et imaginez si on rendait la justice qu'avec l'opinion publique, malheureusement, il y aurait des morts. Deuxième mot, publicité. Jordan Bardella crie à la censure. Son nouveau livre n'aura pas d'affichage publicitaire dans les gares. Ce que je cherche, c'est le titre de son livre. Et ce qu'il cherche, c'est un peu plus de publicité, voire beaucoup. Mais la pub pour l'ouvrage ne sera pas diffusée effectivement dans les gares, comme l'annonce Média Transport. Selon la régie publicitaire, ce visuel contrevenait au principe de neutralité. L'heure est grave pour la démocratie. La SNCF censure ma campagne de publicité, réagit Jordan Bardella sur les réseaux sociaux. Et ce matin sur France 2, il s'en est pris au syndicat de cheminots qui avait protester contre ces affiches. Je crois qu'il y a aujourd'hui chez une partie de la gauche et chez une partie notamment des syndicats d'extrême gauche une nostalgie des régimes totalitaires. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des livres qu'on peut lire, il y a des livres qu'on peut vendre et puis il y a des livres qu'on ne peut pas lire et qu'on peut vendre. Qui sont ces syndicats d'extrême gauche? Quelle est leur légitimité pour venir dire à une grande entreprise publique comme la SNCF que mon bouquin ne devrait pas être vendu, en tout cas qu'on ne devrait pas en faire la publicité? Je trouve que la manière dont l'extrême gauche brutalise le débat, empêche le bon fonctionnement de la démocratie est un scandale. Le président du RN ce matin sur France 2. Pardon de rire, parce que il a de la publicité partout, Jordan Bardella. Il devrait même remercier la SNCF de ce coût extraordinaire de publicité. Je rappelle que il a 150 000 exemplaires à écouler. De mon point de vue, il les écoulera. On fait de la publicité dans les gares, mais dans les relayages. Tous les hommes et les femmes politiques, à un moment donné, quand ils sont distribués par relayage, ils ne le sont pas tous, ont tous leur sucette, vous savez, avec leur fiche, etc. C'est une chose de faire la publicité dans une boîte privée qui est relayage et de faire sur les quais de gare. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un bouquin de Nicolas Sarkozy, pourtant best-seller, ou de François Hollande, ou de qui que ce soit affiché dans l'espace public de la gare. Donc, il arrête de crier avant qu'on lui fasse mal, et c'est très bien. Non, je sais pas ce souvenir. On a beau tourner ça dans tous les sens, c'est de la censure. Mais pourquoi aucun politique n'a eu accès à l'espace public des gares? Pourquoi est-ce que d'un seul coup... Vous avez vu à propos d'autres éditions, publications, une polémique de la SNCF venant dire je ne suis pas sûr de le faire. C'est Jordan Bardella qui a voulu absolument être dans l'espace public, c'est un coup politique. On a des groupes de pression ciblés. La gauche a bien raison de considérer Bardella d'extrême droite. En tout cas, ça fait du buzz. Voilà, et donc il va vendre ses livres. Parce que l'effet, souvent, c'est l'effet boomerang, c'est l'effet inverse qui va se produire. C'est-à-dire qu'au lieu, effectivement, de laisser passer, parce qu'après, ça pose un problème de droit, effectivement, c'est est-ce qu'on a le droit ou pas. Ça, il y a la moralité, il y a le droit. Et là, la différence, effectivement, c'est qu'à la fin, ça fait du buzz. Et puis Noël approche, et vous allez voir, il vendra tous ses bouquins. Non, mais c'est pas une question de vendre ses bouquins, c'est une question de dire pourquoi on lui interdit. Est-ce qu'un seul politique a demandé à s'afficher? Non, mais je ne crie pas. Est-ce qu'un seul politique a demandé à être affiché dans l'espace public des gares? Mais il pourrait. Mais il n'a jamais été affiché dans l'espace public des gares. Jamais. Il a été affiché dans les relayages. Mais il pourrait, Françoise. Je vois pas où est le problème. En tout cas, c'est un problème de droit, à l'évidence, puisque c'est un problème de neutralité. À partir du moment où Média Transport dit non, c'est qu'il s'appuie sur des règles légales. C'est pas. Mais Bardella a raison d'en faire
d'en faire son miel. Mais ils n'avaient pas dit oui au début? Ah, mais je crois pas du tout qu'ils aient dit oui. Contredire Sarkozy l'a été, et d'ailleurs l'argument qui a été donné par les SNCF était de dire c'est un ancien président, il n'est plus en activité. Il a été, il faut vraiment le vérifier ça. C'est bon. Le troisième mot, pardon. Troisième mot, ordure avec cette polémique lors de meeting de Donald Trump. Oui, une insulte adressée à tout un peuple lors du meeting du candidat du Parti républicain hier à New York. L'humoriste Tony Hinchcliffe y faisait une petite intervention et c'est là qu'il s'est mis à faire des blagues sur les portoricains. And these Latinos, they love making babies too. Just know that. There's no. Ces latinos aiment aussi faire des bébés, sachez-le, et ils ne pratiquent pas le retrait. Ils ne font pas ça, ils viennent à l'intérieur, comme ils l'ont fait pour notre pays. Les Républicains sont le parti qui a le sens de l'humour. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a littéralement une île flottante d'ordures au milieu de l'océan en ce moment. Oui, je crois qu'elle s'appelle Porto Rico. Des propos tenus à New York, au Madison Square Garden, hier en plein meeting de Donald Trump, de quoi évidemment alimenter la controverse. À 8 jours désormais du scrutin, je pense que pour le vote portoricain en faveur de Donald Trump, ça risque de compliquer la donne. Je vois pas pourquoi. Je croyais qu'on avait les plus mauvais humoristes du monde, mais c'est pas le cas. Ah ouais, bah là c'est quand même. On touche le fond et on va le voir tout à l'heure. C'est même pas drôle en fait. Oui, on va le voir dans mon coup de gueule. On a un renversement et je pense que le renversement de tendance dans la dernière ligne droite est lié évidemment à ce type de conneries. Vraiment, c'est délirant même que Trump accepte que des gens parlent comme ça dans son meeting. Moi, je suis choqué par le niveau justement politique et déjà on avait un niveau hyper international à l'Assemblée nationale. Quand on voit, on a des têtes de vainqueurs, on a des bons vainqueurs et là franchement là c'est hors compétition. Et moi ce qui me fait peur c'est qu'un jour ça va arriver peut-être comme ça chez nous aussi, parce que si on continue à travailler avec un niveau comme on a à l'Assemblée nationale, oui ça fait peur. Alors, il faut s'élever un petit peu. On en a aussi des crétins sur les réseaux sociaux qui font des blagues. On en a déjà malheureusement. On va vivre dans les clapiers parce qu'il y aura des lapins crétins. Mais non c'est. Non, je pense pas que le niveau de l'Assemblée nationale est faible. Moi je vois pas pourquoi. Attends, on repart pas là, les amis. Non, mais c'est pas ça. Oui. Parce qu'on a des invités qui nous attendent. Et dans un instant, face à l'absentéisme, le ministre de la fonction publique vont donc tripler les jours de carence des fonctionnaires. Il faut durcir les règles dans le secteur public. C'est une grande question. Parlons vrai. Est-ce que les inégalités publiques-privées vous paraissent normales ou scandaleuses? Est-ce que pour vous, l'augmentation du nombre de jours de carence fait diminuer les abus? Et à cette question, alignement des jours de carence publique-privée, est-ce une mesure de justice sociale? Vous dites oui à 71%. Vous voulez réagir? Aude vous attend au 0826 300 300. Et avec nous, Benoît Perrin, qui est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite réponse courte à une question courte. Est-ce que les fonctionnaires sont des privilégiés? Je ne sais pas si on peut parler de privilégiés. C'est juste que il me semble qu'à un moment où on demande un effort à tous les Français, puisqu'on a bien compris que c'est pas seulement les grosses entreprises riches qui vont payer, ni même les grosses fortunes qui vont payer, ça me semble normal, avant d'augmenter les impôts, de tous ceux qui travaillent, de se demander si très simplement il y a une égalité de traitement entre le privé et le public. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes bien sûr les bienvenus. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue ce lundi, une nouvelle semaine qui démarre un petit peu sous les chapeaux de roue. On vous souhaite la bienvenue. On espère que ce lundi s'est bien passé. On est ravis de vous retrouver jusqu'à vendredi de 17h à 19h avec Philippe David, bien entendu. Philippe Bilger qui est avec nous aujourd'hui, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi, le petit nouveau. Couvé. On le couvre un peu, je trouve. On est un peu trop sympa. Il faut le bousculer un peu. On peut pas. On le laisse quand même. Pour le moment, en première demi-heure, on le laisse tranquille. On est des gens bien élevés. Il est baraqué quand même. Oui, mais c'est une petite chose quand même. Fragile, je sens. Petite chose, le terme. Ouais, la petite chose fragile. Là, pour le moment, attends, on va commencer à mordre un peu. 17h33. On s'attendait à un bonhomme, en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est une petite chose fragile. Je ne suis qu'un humain. Oh, mon petit chat. Je suis qu'un humain. C'est trop beau. Les policiers ont donc un cœur. C'est merveilleux, j'adore. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors c'est devenu un objectif numéro 1, aller chercher des économies sur les questions d'absentéisme chez les fonctionnaires. Le problème, c'est que d'abord l'absentéisme explose, dans le privé comme dans le public. On envisage 3 jours de carence, c'est-à-dire des jours non payés en cas d'arrêt. Ça n'est qu'un seul jour de carence aujourd'hui.
et une indemnisation à 90% du salaire au lieu de 100% aujourd'hui. Le gouvernement compte sur sa mesure pour mettre un coup d'arrêt à l'absentéisme, mais aussi récupérer 1,2 milliard d'euros par an. Le privé fonctionne en effet sur ce régime, mais de nombreux employeurs compensent, notamment dans les grandes entreprises. En réalité, 75% des salariés du privé ne payent pas leur carence. En 2022, le coût des journées rémunérées mais non travaillées s'est élevé à 15 milliards d'euros. Et donc les fonctionnaires visiblement coûtent cher. Hein. Le nombre de jours d'absence est passé de 43 à 77 millions d'euros, selon Guillaume Kasbarian, qui est le ministre de la fonction publique. Et pour y remédier, il propose finalement de passer de 1 à 3 jours de carence, comme dans le privé. Alors parlons vrai. Est-ce que le principal problème, ça vient pas des abus, puisque souvent, ce sont toujours les mêmes dans les entreprises, publiques ou privées, qui sont en arrêt maladie. Est-ce que la hausse de 80% des arrêts maladie dans la fonction publique en 10 ans n'exige pas qu'on y mette un coup d'arrêt? Et à cette question, alignement des jours de carence public-privé, est-ce une mesure de justice sociale? Vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir? Aude prendra 100% de vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir, merci. Benoît Perrin, Philippe Bilger, à cette question, alignement des jours de carence privée, est-ce une mesure de justice sociale? Je dirais oui, mes chers animateurs. Non, mais très franchement, à partir d'un constat qui n'est pas discuté. Une augmentation assez forte de l'absentéisme dans la fonction publique. Eh bien, je vais vous faire un aveu. Lorsque je ne me sens pas directement concerné par un débat, je suis assez sensible à l'argumentation que peut développer le ministre intelligent qui s'occupe du problème. Avant de Même s'il est de gauche, non mais juste, je pose la question. Avant de venir, j'ai lu l'argumentation du ministre Kasbarian et je suis assez convaincu par le fait qu'il n'y a aucune raison de ne pas demander à la fonction publique de ne pas faire d'efforts, et d'autre part, dans le rapprochement qu'il souhaite entre le privé et le public, d'autant plus, et ce serait trop long, ma chère Cécile, je connais votre rectitude très dirigiste dans ce domaine, à juste titre. Et bam, une petite vanne. Non, pas du tout, c'est une qualité. Je connais ton autoritarisme. D'autant plus bon, qu'il rajoute, ça va, les prolégomènes. des éléments positifs pour la fonction publique pour compenser cette dureté. Moi je suis outré. Écoutez, je veux bien qu'on fasse des économies, je veux bien qu'on nous sorte les chiffres des jours qui explosent, mais demandez-vous pourquoi les jours explosent, demandez-vous ce qu'on demande aux fonctionnaires à la fonction publique. Ah, tiens, on va demander à un policier, demandons à un infirmier, où est-ce que ça explose? Demandons à un hospitalier, demandons à une sage-femme, demandons à des chauffeurs de bus. On se demande bien, tiens, d'un seul coup, pourquoi ça explose. François, prenez pas toujours les mêmes trucs. Excusez-moi, il n'y a pas que ces métiers-là dans la fonction publique. Tout le monde prend les arguments. Moi, je prends les arguments que je veux déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les arguments de Bilger sont pas faciles. Il faut faire des économies et les fonctionnaires sont des feignasses. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Mais c'est ça qu'il y a derrière. Ils profitent du système. Je termine en disant que dans le privé, et c'est excellemment bien expliqué, la plupart des jours de carence sont compensés. Donc vous n'allez pas m'expliquer qu'il y a une espèce d'injustice entre le public et le privé. Le privé, vous faites pas vos jours de carence dans les plupart des entreprises sont compensés par l'entreprise, vous en payez 0 plus 0 la tête à Toto. Eux, les fonctionnaires pas vont payer. Les TPE, PME. Excusez-moi, écoutez, c'est pas vrai. Dans les TPE et les PME, ça fonctionne aussi. Donc vous ne pouvez pas balancer. Mais vous pouvez pas balancer des arguments au doigt mouillé en permanence. Je vous dis juste, Philippe et tous les copains, je vous dis que c'est une mesure pour encore aller chercher du fric sur les fonctionnaires. Vous avez déjà travaillé dans une PME? Oui, absolument. J'ai travaillé. Moi, j'ai roulé des NEM, si vous voulez, dans une PME. Donc, ne me parlez pas à moi comme si je connaissais pas la vie. Vous êtes bien. Je vous pose une question. Non, mais j'aime pas la façon. Mais c'est votre façon. Écoutez, on peut pas. Vous êtes. Je commence. Je vous explique juste une phrase. Je commence mon argument. Vous dites, vous n'avez pas d'autres arguments. Vous imaginez un petit peu. Mais j'ai les arguments que j'ai et mes arguments sont très justes. Je termine. Vous êtes
n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. Je termine avec les fonctionnaires dont les points et les indices ont été gelés, qui sont payés comme de la zoubia dans la plupart des services publics, et puis c'est tout. Donc, qu'ils disent qu'ils cherchent 1,5 milliard d'économies, mais arrêtez le cinéma. Je vais déconstruire un petit peu les idées venues, parce qu'en fait, effectivement... Vous donnez la déconstruction, vous aussi. Oui, il faut enfoncer des portes. C'est le physique qui veut ça. Non, mais... Deux tiers, effectivement, dans le privé, 2 tiers des employés dans le privé sont pris en charge, effectivement, par des mutuelles et ne payent pas les 3 jours de carence. Donc, en fait, il y a des accords de branche et des accords d'entreprise. Ça, on le dit pas, le ministre. Ça, il le dit pas. Ouais. Non, oui, il le dit pas. Bon, ok, mais il le dit vraiment... C'est les journalistes qui le disent, Philippe. Après, un fonctionnaire, quand il se fait arrêter, il perd 25% de ses primes. Eh oui, pas le privé. Le privé, ils ont leur prime aussi. Et puis nous, encore une fois, on va devoir payer le quoi qu'il en coûte, parce que c'est les fonctionnaires qui doivent payer le quoi qu'il en coûte. Et encore une fois, il n'y a même pas un rapport complet. C'est-à-dire qu'on nous sort des inepties. L'État est employeur. Il faut comprendre que l'État est employeur. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre ça en disant tiens, oui. Et donc l'État est employeur. Et donc du coup, je rebondis sur les RPS, sur justement le mal-être. C'est tous ce qu'on peut ça y est, pour expliquer aux auditeurs. Oui, c'est l'acronyme. C'est par rapport au suicide, par exemple, les risques psychosociaux. D'accord. Les risques psychosociaux. Il y a le mal-être au travail parce qu'il y a aussi un manque d'effectifs. Il y a les conditions de travail qui sont pas optimum. Donc en fait, l'administration crée son propre problème. Et derrière, une fois que des fonctionnaires s'arrêtent, et là je suis d'accord, le ministre il est pas médecin, donc il peut pas nous dire tout et son contraire. C'est un médecin qui nous arrête. Et donc du coup après ils nous disent tiens, c'est la faute des fonctionnaires. Il faut redresser le bateau. Je suis désolé, encore une fois, il faut mettre la tête dans le moteur, regarder un peu pourquoi il y a un taux d'absentéisme avant d'accuser les fonctionnaires d'être des tirs au flanc. Je suis désolé. Quand il y a eu la Covid, on était content de trouver les fonctionnaires, on les a applaudis tous les soirs aux fenêtres, il y avait un concert de casseroles, et aujourd'hui on les monte du doigt en disant que c'est des feignasses. Moi ça me choque. Allez, Benoît Perrin qui est avec nous, le contribuable associé. Allez-y Benoît. Je suis en grande partie d'accord. On vous entend pas. Mettez bien le micro sous la bouche. Y compris pour Françoise, à la grande surprise de tout le monde, j'imagine. Ah merci, ça me soutient. Pas du tout. Nous, c'est parlons vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, la politique, en fait, des années 80. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup employé de fonctionnaires qu'on a finalement mal payés, qu'on n'a pas responsabilisés. Et aujourd'hui, on en paye le prix. C'est-à-dire que vous avez effectivement, je rappelle quand même, la fonction publique, c'est 20% des emplois en France. Et on a des gens qui ne trouvent pas de sens à leur travail, notamment parce qu'on les responsabilise pas assez. Et pour une partie d'entre eux, effectivement, compte tenu de la masse que ça représente, on les paye pas assez. Donc, résultat des courses, faut pas s'étonner, notamment, vous rajoutez à ça un peu de problème de management, faut pas s'étonner que un certain nombre d'agents publics ne soient pas très impliqués dans leur travail. Mais le fond du problème, c'est en fait un peu de perspective. C'est-à-dire qu'en gros, avant le Covid, vous aviez un taux d'absentéisme à peu près similaire dans le privé et dans le public. Et en fait, la grande nouveauté du Covid, donc depuis à peu près 2020, 2021, 2022, c'est qu'en fait, on voit que la courbe d'absentéisme du public prend une dynamique qui est largement supérieure à celle du privé. Pour vous donner juste un chiffre, les agents du privé sont absents en moyenne à peu près 11 jours par an et par agent. Dans le public, c'est 14,5 jours. Donc je veux dire, oui, il y a un gros problème il y a même une explosion de l'absentéisme dans le privé et dans le public, et ça vraiment, il faut y remédier, avec objectivement des abus. Tout le monde le sait, il suffit de parler à des encadrants dans des entreprises pour s'apercevoir que oui, il y a des abus, mais il faut aussi dire les choses et accepter qu'il y a aussi un problème particulier dans la fonction publique, et notamment dans la fonction publique territoriale, où vous avez parfois, dans des départements, 40 jours d'absence par agent et par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas simplement dire les gens sont très malades. Il y a de l'abus, et je crois que c'est une justice évidente que de remettre sur un pied d'égalité le privé et le public. Et j'ajoute, dernier point, qu'en plus c'est un moyen de réconcilier les salariés du privé avec les salariés du public, parce que si les règles sont égales, il y aura moins d'a priori sur les fonctionnaires. Ouais, mais Benoît, c'est un peu, excuse-moi, mais les règles sont pas égales. Je vous tutoie, mon cher ami. Et justement, elles sont pas égales parce que là, vous allez passer de 1 à 3 jours, alors que dans le privé, 75% des salaires et des jours de carence sont compensés. Donc, premièrement, ça, moi, je comprends pas comment vous arrivez à commencer un raisonnement en disant je suis d'accord avec Jean-Christophe et Françoise, et en terminant en disant il y a trop de feignasses dans la fonction territoriale. Mettez-vous d'accord avec vous-même, parce que là, le troisième point, je rebondis sur le mal-être, les troubles
musculo-squelettiques parce qu'on peut les entendre. Et qui soutient pas dans le privé. Il n'y a pas ça dans le privé. Non, mais bien sûr. D'accord. Non, mais moi, alors je vais vous rendre un truc. Parce que les gens du bâtiment, justement, je vais vous rendre le point là-dessus. Je pense qu'aucun gouvernement ne s'est vraiment attaqué au cœur du problème, la souffrance au travail, qu'elle soit psychique, qu'elle soit des troubles musculo-squelettiques. L'Europe du Nord s'est attaquée à ça. Ils en ont fait un chantier prioritaire il y a 20 ans. Et voilà. Et dernier point, je rappelle que les fonctionnaires, c'est eux qui soutiennent l'économie du pays. Vous savez, c'est quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes en CDI, eh bien, vous pouvez faire des prêts pour acheter des maisons. Vous pourrez faire des prêts pour acheter des voitures. Et ça, je veux dire, on est tout le temps en train de taper sur les fonctionnaires, mais je dirais vraiment la base du soutien de la consommation dans ce pays, c'est quand même les fonctionnaires. Et vous trouvez pas que c'est inégal? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que c'est grâce à eux. Bah si, bah oui, c'est pas, il y a pas d'équité. C'est-à-dire entre le privé et le public, vous êtes en train de dire, c'est grâce au fait qu'ils aient des CDI et voilà. Et dans le privé, ça ne se fait plus de moins en moins. D'accord, ça se fait. Je suis d'accord avec vous. Quand même. Peut-être que les CDI ne se font plus dans le privé, mais d'abord les salaires sont plus élevés dans le privé. Ils ont des primes. Ils ont des primes. Écoutez, un fonctionnaire. Mais qui a des primes, Françoise? Mais beaucoup de gens, certainement pas de grands groupes. Mais dans les TPE, il y a plein de gens qui sont au SMIC et qui restent. Écoutez, vous pensez vraiment qu'un fonctionnaire a des droits absolument supérieurs? Mais c'est pas ce qu'on dit. Vous êtes en train de dire que les gens ont des primes dans les PME. On vous dit pas que les fonctionnaires. Mais bien sûr, les gens. Mais je dis que les salariés. Les gens qui ont des primes, j'aimerais bien savoir sur le. J'en connais plein de gens qui ont des primes, des gens qui bossent chez Deloitte, des gens qui bossent dans les bois. Mais bien sûr, mais écoutez, mais arrêtez de penser. Mais vous ne pouvez pas tout le temps disqualifier quelque chose qui n'est pas d'accord avec vous comme ça en faisant. Vous pouvez pas faire ça. Mais bien sûr. Mais c'est un débat. Mais c'est un vrai débat. Vous pouvez pas nous expliquer. On va laisser répondre Benoît Perrin. Vous pouvez pas nous expliquer que dans la fonction publique, les salaires sont grandioses à parler aux fonctionnaires. Est-ce qu'on a dit ça? Donc, on vient de dire l'inverse. On vient de dire, ne dites pas n'importe quoi sur les PME, Françoise. Mais qui parle des PME? C'est la majorité des gens. Mais c'est pas simplement la majorité. Sur les PME, les gens touchent des primes, les gens ont des meilleurs salaires. Prenez un. Les gens n'ont pas des meilleurs salaires. Excusez-moi, prenez un fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Il commence à combien? Allez. 1400 balles, d'accord? Ok. Et dans une PAE, quel est le salaire moyen? Quel est le salaire médian? 1800 € le salaire médian. Oui, mais c'est-à-dire que la moitié des gens gagnent plus et la moitié des gens gagnent moins. Je suis d'accord avec vous. Le salaire médian national, il est à 1900 et quelques. Ils n'ont pas autant de vacances, ils n'ont pas de sécurité d'emploi. Ça dépend. Si vous êtes fonctionnaire dans l'éducation nationale, bien sûr que vous avez plus de vacances. Si vous êtes fonctionnaire dans la fonction territoriale, vous n'avez pas moins de vacances que quelqu'un dans le privé. Mais Françoise, vous vouliez faire intervenir l'auditeur. Oui, Franck. Mais allez-y, Philippe. On écoute Franck de Marseille. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, moi, je suis un peu atterré par les propos de Françoise Degois, mais ça ne vous étonnera pas. Je pense que monsieur le directeur de Contribuables Associés a donné je dirais, une explication assez équilibrée. Est-ce que on peut faire une généralité avec tous les fonctionnaires? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des abus? La réponse est oui. Moi, j'ai un exemple au niveau du département du 13, selon lequel j'ai une personne qui était dans le privé, qui a été embauchée dans ce département et qui m'a dit chaque fois que je mettais des objectifs et que je souhaitais augmenter la productivité des salariés du département, j'avais quelqu'un qui se mettait en maladie parce qu'il n'acceptait pas et il me traitait de harceleur. Et donc, si vous voulez, il y a un vrai problème quand même d'adéquation de la qualité du travail et du management. Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut un management au mérite chez les fonctionnaires. Et moi, je crois qu'effectivement, l'égalité minimum, ce serait de mettre ces jours de carence au même niveau que dans le privé. Même si dans le privé, c'est vrai, il y a certaines conventions collectives qui payent 75%. 75% des conventions collectives. Il ne faut pas faire de généralité, mais ceci étant, il est vrai qu'il faut, je pense, sur certaines catégories de fonctionnaires, je ne dis pas tout le monde, sur certaines catégories de fonctionnaires, il faut remettre les gens au travail, il faut qu'ils travaillent plus, et dès qu'on leur fait travailler plus, ils se mettent en maladie parce qu'ils en ont pas envie, tout simplement. C'est vrai qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, que ce soit les policiers, que ce soit la fonction publique, enfin que ce soit les profs et la santé. Là, pour le coup, la justice aussi. Non mais ils ne prennent pas de risque. Mais sur quel rapport on travaille là?
Est-ce qu'il y a eu un rapport de fait vraiment circonstancié, chiffré, etc. C'est les chiffrages de Casbarian, c'est l'augmentation du nombre de 80%. C'est ces chiffrages-là, oui. D'accord, ok. Non, mais sur l'augmentation, il faut être subtil sur l'augmentation. Vous ne croyez pas que l'absentéisme s'explique en grande partie à cause de la modification du rapport au travail aujourd'hui? Je pense au milieu judiciaire, j'avais vraiment l'impression que certains n'étaient pas empressés de venir au travail. Écoutez, moi, je ne marche pas au doigt mouillé. Certains, je pense que la démonstration par l'exemple de monsieur, je l'entends, mais dire, ça ne m'intéresse pas, les démonstrations par l'exemple. Moi, je veux des études, je veux vraiment des chiffres, je veux de la ventilation. Qui pose le plus de jours de congé? Nous n'en savons rien. On parle tous au doigt mouillé. Est-ce que c'est dans quel secteur on pose le plus de jours de congé? Et comment est-ce que c'est compensé? Et comment sont compensés les salaires? C'est tout. Le mot de la fin, pardon, Françoise, avec notre invité Benoît Perrin, qui voulait parler tout à l'heure. Je crois que tout simplement, il faut regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. On voit bien que le jour de carence qui avait été introduit par Nicolas Sarkozy en 2011, supprimé par François Hollande, puis remis en place par Gérald Darmanin en 2018, a permis, donc un jour de carence, a permis de réduire en l'occurrence de 13% le nombre de l'absentéisme. Deuxièmement, en Italie, en 2008, ils y sont allés de manière très forte. C'est-à-dire que pour les maladies de plus de 10 jours, non seulement il vous faut une attestation de votre médecin, mais en plus, il vous faut la validation d'un contrôleur de l'assurance maladie italienne. Oui. Donc autrement dit, même les médecins sont très contrôlés en fait dans les arrêts de travail qu'ils délivrent. Et le taux d'absentéisme de courte durée a chuté de 49%. Donc je veux dire, moi je veux bien qu'on soit dans un monde idyllique, mais il y a un moment où il faut quand même que chacun prenne ses responsabilités. Et le meilleur moyen, je crois, de prendre ses responsabilités, c'est de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire de taper au portefeuille. Sinon, vous n'aurez jamais d'évolution des comportements. Merci beaucoup Benoît Perrin d'avoir été avec nous, directeur de Contribuables Associés. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On verra. Franck, ça va être costaud. Oui, Franck, il est solide. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup Benoît Perrin. Et puis on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas du tout. Retour des vraies voix, les débats continuent de manière passionnée. On parlait des 35 heures négociées dans les grandes boîtes. Moi, je sais que j'étais dans une immense radio. Eh bien, on a négocié tellement de jours de congé que nous ne pouvions pas les prendre. Excusez-moi, on a une chose importante, c'est le qui c'est qui l'a dit. Oui, c'est important, Françoise. C'est la tradition. Excusez-moi. Qui c'est qui l'a dit. On gueule, on triche, mais on parle pas. C'est vrai. Allez, tout de suite. Franck, c'est à vous de le lancer, le qui c'est qui l'a dit. Allez-y. Ok, alors c'est qui a dit il fait tout et je fais le reste? Ah bah voilà. Bon, c'est Nicolas Sarkozy. Non, c'est Renaud Muselier. Renaud Muselier. Bravo Françoise. Par rapport à Dominique de Villepin. S'il vous plaît. Attention les amis, on démarre parce que là on a un petit peu de retard. Allez, la première question, c'est peut-être pour vous Franck. Un point, qui c'est qui l'a dit? Il n'y a rien de plus démocratique que le 49-3. Oh, facile. C'est madame le Premier ministre. François Bayrou. Bonne réponse de Françoise Degois. One point. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Franck? L'immigration est une chance pour la France. Migaud. Gabriel Attal. Donc Migaud, alors c'est bon. Point pour Jean-Christophe. Il a pas entendu. 3 points. Faut laisser l'auditeur d'abord. Mais c'est pas, il vient d'arriver. Un petit bisu, excusez-moi, je suis un bisu. Ouais. Alors c'est qui là? C'est qui? C'est Didier Migaud, le garde des Sceaux. Non, c'est pas d'accord. possible. Bah si, bien sûr, c'est contre Retailleau, votre ami. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Une hausse du délai de carence chez les fonctionnaires, oui. Nouvelle journée de solidarité, non. Franck. Mais je ne sais pas. Gasparian? Non. Monsieur Gasparian? Non, c'est un député. Un député? Ah ben c'est Sylvain Maillard? Non. Pas le même bord. Un ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Pas Chenu, non. Si, bonne réponse de Philippe Gère. Ah oui. Sébastien Chenu. C'est une chance au Chenu. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Nous n'avons pas les moyens pour une généralisation du SNU, ni en 2025, ni en 2026. Et c'était, Franck, ce matin sur Sud Radio. Ah, j'ai pas écouté Sud Radio ce matin, je suis désolé. Moi non plus. C'est un ministre. Ah bah c'est le Cornu? Non. Ah bon? C'est Cazeneuve. Non. Cazeneuve, c'est Barrault. Non, il a le nom d'un rugbyman très célèbre. Codorniou. Dupont. Non. Boniface. Non. Il est ministre Grand des Chelem Sports. 77. Gilles Bavérousse, il l'a dit avant. Ah oui, justesse, mais je l'ai eu. J'ai dit que le prénom. Riolo l'a bien habillé récemment.
C'est à qui ça, moi? Bah, c'est à vous, c'est à vous. D'accord. Qui c'est qui l'a dit 3 points sur le narcotrafic? Au lieu de s'attaquer aux problèmes de fond, au lieu d'essayer de résoudre le problème, Monsieur Retailleau nous promène. Franck. Alors, c'est pas un député, c'est un maire de grande ville. Qui fait souvent parler de lui. Ah, je Attendez, sais. Franck. C'est le maire du Havre? Non. Piolle. Bonne réponse de Françoise Degois. Il a Le osé maire de attaquer Retailleau. Grenoble. Il a osé attaquer votre Retailleau, vous imaginez. Quelle indignité. Oui, absolument. Ah, c'est drôle. Qui c'est qui l'a dit? Allez, à 2 points. Voir nos églises tomber en ruine fait mal à beaucoup de Français. Oh, Franck. facile. Oh bah ça pourrait être... Attendez, Franck. Oui. Écoutez, j'en sais rien. Rachida Dati. Non. Berne. Non. Non. Rachida Dati. C'est un homme politique, eurodéputé. Attention, on lui Bellamy. interdit l'affichage. Bardella. Vraiment, Cécile. François. Oui. Mais j'ai vu que vous cherchiez le nom, mais Tout elle l'a coucou dit avant. Cécilia. pourtant, C'est moi. Eh ben, écoutez, ça vous fait 6-6, score de parité, 3 pour Vous êtes Jean-Christophe sûr que je ne Couvi suis pas passé devant au dernier. Christophe, c'est une personnalité marseillaise, Fanny. Hein. Non, un point, le premier, il a dit. Ah oui, un point. Oui, non, il a Bayrou. Non, c'est Bayrou, c'est moi. Oui, mais moi, je suis 0 là. Ça a été Oui, il a horrible. fait 0. Merci. Non, C'est il a marrant. Et là, on peut pas me donner le point. Ah non, Cécile non, s'est peut-être trompée. Non, Cécile ne se trompe jamais. Ah oui, on est à sachez-le. égalité, Là, j'irai Bidger. pas jusque-là. Cécile est canonisée, je vous le dis tout de suite. Amen. Et c'est une très belle église de Rome, d'ailleurs, Santa Cecilia. Bah Je vous ouais, emmènerai. bah C'est ouais, en bah votre honneur qu'elle a été nommée. Regardez, il y a ma photo dedans. Mon église, c'est Sainte-Cécile. Franck, merci beaucoup d'avoir Merci joué à avec vous. nous. On vous embrasse Merci à très vous. J'ai fort. pas été très bon. J'ai pas été très Mais bon. si. là. Mais vous avez été magique. Vous avez Vous avez été été très très bon. présent. Merci. Et vive le PSG. Allez, salut, bisous. La méchante. Plutôt, oui. Allez, on revient dans un instant. On fait une petite pause. Le journal, la météo, et on passe à la deuxième heure. Il y aura le coup de gueule de Philippe David. Et ben justement, je vais dire que je suis pas d'accord avec certains journalistes. Eh ben très bien. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, c'est pour cette seconde partie avec Françoise Degois, un petit nouveau, hein, Jean-Christophe Couvi. Qu'est-ce qu'il est bien, ce petit nouveau. Mais on ne le chambre pas assez. Bah non, allez-y. Mais comment on peut couve de Murville, Attention, parce qu'il couvrir. n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. Philippe Bilger est avec nous. Il y a une menace. Il y a de la menace, un peu de bruta, c'était ça. Moi j'adore, ça De fait la- rire. de Enfin, la il se brute réveille. épaisse. Oui, la brute épaisse, vous avez vu, on gratte un peu, là, ça y est. Dis donc. Il n'y a pas que les dents qui font tomber les... Est-ce qu'on peut isoler cette phrase Est-ce qu'on peut isoler cette phrase, Maxou Je pense qu'on l'isole. Je pense que cette phrase mérite. Tout est enregistré. Oui. Absolument. En tout cas, vous nous laissez des numéros de vos Ah oui, des on- messages au 0826 300 300 et nous on les écoute ces messages. Bah oui. Hein. Oui, bonjour. Donc moi c'est Nicolas, donc je travaille dans le secteur de la défense. Ce que je voudrais dire, c'est que les gens qui sont recrutés dans ce secteur-là doivent présenter un casier judiciaire vierge. Et si par exemple une personne arrive et n'a pas un casier vierge, ne serait-ce que pour s'être fait arrêter en possession de cannabis, il n'est pas pris. J'ai déjà vu des ouvriers se faire sortir de l'usine parce que l'officier de sécurité a fait enquête, a découvert qu'ils avaient été arrêtés en possession de cannabis ou autre. Voilà, c'était pour vous dire ça tout simplement. Bah oui. Merci Nicolas. Là, c'est certainement C'était par suite rapport- au débat des parlementaires et de la Sur, drogue qu'on a eu vendredi. Ah ben il a tout à fait raison. Kerbrat devrait démissionner. Il aurait dû le faire depuis longtemps. Et le comble, c'est qu'il n'y a même pas une enquête. Il n'a même pas été placé en garde à vue, contrairement au commun des citoyens qui, dans les mêmes conditions, l'auraient été. Ouais, moi je pense, je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire la loi. Vous savez, un député, c'est celui qui fait la loi et être comme ça en infraction aussi violente Surtout avec la qu'il loi. avait voté la loi contre le cannabis. En plus de ça, Enfin, et en contre la plus drogue. avec l'image où il achète. Non, mais, honnêtement, quel désastre. Je comprends pas comment à un moment donné, dans son groupe, Mathilde Panot, Manuel Bompard, ne lui disent pas il faut partir. Je sais bien que tout le monde compte ses oies. Et même pour se soigner. Mais alors pour se Écartez-vous, soigner déjà. et puis par rapport à ce que ça renvoie vraiment pour nous, je pense que
ça vraiment abîme le débat démocratique. J'avais dit la même chose pour Adrien Quatennens. Je pense qu'à un moment donné, il faut être exemplaire. Même si la loi... J'aurais aimé les voir si ça avait été un policier sous drogue qui avait été arrêté. Ça, je suis d'accord. Nous, les policiers, ils passent en conseil de discipline et après ils sont lourdés, quoi. Ils sont virés. Donc c'est ça qui est terrible en fait, c'est que on est censé montrer l'exemple. Il y a un législateur. Voilà, qui vote les lois, qui doit montrer l'exemple. L'exemple doit toujours venir du haut. C'est comme dans une famille, c'est toujours comme ça. Eh bien là, je suis désolé, à un moment donné, faut un peu de dignité. Alors on nous dit tout de suite, ah oui, mais les malades, on a fait. Enfin, Sandrine Rousseau qui a comparé ça avec un cancer. Ouais. Je suis désolé. Ça, c'est le summum de l'abjection. Voilà, c'est ignoble par rapport aux gens qui sont malades et qui n'ont pas choisi. Là, il a choisi lui de se droguer pour faire ses soirées intimes. Ok, mais dans ces cas-là, il laisse. Vraiment la place, il assume jusqu'au bout. Et en fait, tous ces gens-là nous font tous les jours de la morale. Et quand on gratte un peu le vernis, je suis désolé, ça fait mal. Voilà. Et ça contribue effectivement à ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, où on inverse les valeurs. Mais de la même manière, les copains, moi, je pense de la même manière, je n'ai jamais compris pourquoi. Je sais bien que le suffrage universel abolit tout et lave tout, mais je n'ai jamais compris pourquoi un candidat à la présidentielle n'a pas l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. Ça, c'est quelque chose qui me... Alors, je comprends, parce qu'il n'y a rien de plus haut que le suffrage universel. J'entends. Et c'est des électeurs qui choisissent. Mais il y a quelque chose d'extraordinairement choquant, je trouve, moi, dans cette pratique républicaine. On a un drogué, c'est Philippe Bilger avec les bons becs. Voilà. Ça, je veux dire. Mais je pensais, on va faire un test. Vous faites la loi ici. Absolument. Mais vous êtes parfaitement intègre, vous ne trichez jamais. Mais je vous ai pas vu, vous, ce week-end, à la BRI à Biarritz, ou je sais pas quoi. Non, c'est à la BRI d'un côté et à Biarritz de l'autre. D'accord. Vous avez tout mélangé. J'ai tout mélangé. Je pensais que la BRI était à Biarritz. Non, pas du tout. C'était les 60 ans de la BRI. Vous imaginez, la nana, elle passe ses week-ends avec la BRI. Vous imaginez comment on flippe ici. Vous savez quoi, j'adore. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Il y en a un qui va râler. Je sais pas ce qu'il a encore. Je vais râler contre certains journalistes, mais pas dans le sens où on l'attend. Très bien. On en parle dans un instant et je pense que ça va intéresser nos 3 vraies voix du jour et ceux qui nous écoutent. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cam. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe Bilger est avec nous comme tous les jours et on est content. Regarde, on saute de joie. Moi aussi, je suis très content. Françoise Devois, tous les lundis et les mercredis. Françoise. Moi, je suis très contente. J'adore cette émission. Et vous aime, même si vous êtes dur et méchant. Mais oui. La nana qui raconte n'importe quoi. C'est bien notre pour nature. Une fois, ça n'est pas uniquement Philippe David. Non, c'est moi. Qui est ciblé. Je suis servi aussi. Non, pas Cécile. Cécile me défend toujours. Donc c'était moi qui étais ciblé, merci. Non, c'est toi et Philippe Bilger. Oui. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Oui, bien sûr, c'est ça. Appelez-moi votre Altesse. Et Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national du syndicat Unité, Police Unité. Et tout de suite, le coup de gueule de Monsieur David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, même si aujourd'hui c'est une grande cathédrale païenne dont il s'agit, l'Orange Vélodrome de Marseille. Pourquoi ? Parce que depuis hier soir, l'arbitre du match au PSG, François Le Texier, est lynché sur les réseaux sociaux, mais pas que, y compris par des journalistes et d'anciennes stars du foot, pour avoir expulsé le Marseillais Amin Harit, coupable d'un pied-haut ayant laissé la trace de ses crampons sur le thorax de Marquinhos. Et je me demande, après avoir revu une trentaine de fois l'action, comment on peut dire que ce carton rouge est sévère. Le pire est peut-être l'argument venant de personnes connaissant le football qu'on ne sort pas un carton rouge dans un tel match à la 20e minute de jeu. Alors est-ce que cela signifie que les coups de karaté à hauteur de poitrail seraient autorisés à partir de l'heure de jeu ou seulement dans le dernier quart d'heure ? Imaginons que l'arbitre ne mette pas de carton rouge et que la rencontre dégénère avec des tacles à la gorge comme on en a parfois vu et même un peu trop souvent à mon avis lors du Classico français. Les mêmes auraient probablement hurlé au scandale en disant que l'arbitre, en ne sanctionnant pas Harit à la hauteur de la faute, était responsable du fait que le match est dégénéré. Chose rarissime, l'arbitre a répondu pendant plus de 8 minutes face caméra aux journalistes et consultants de la chaîne qui diffuse la Ligue 1 et son explication a été impeccable de la première à la dernière seconde, preuve que ce garçon, âgé de seulement 35 ans et qui a, excusez du peu, arbitré la finale du dernier Euro entre l'Espagne et l'Angleterre, assume. Alors soutien à François Le Texier et bravo à lui pour sa prestation hier soir. Je suis pas du tout d'accord avec vous.
Et pourtant, Il n'y a pas de carton rouge. J'ai scrupule à vous contredire. Vous êtes le plus grand spécialiste médiatique du football. Mais quand on voit la scène, Harit joue le ballon, Marquinhos vient vers lui parce que le raisonnement de Le Texier, qui consiste à dire il y a une trace sur le torse de Marquinhos, c'est absurde. Je vous arrête. Geste non maîtrisé, c'est faute. Point barre. Le geste n'est absolument pas maîtrisé. Alors, excusez-moi, déjà, c'est extraordinaire. Je voudrais qu'on marque une minute de silence. Philippe David défend un arbitre. Ça, déjà. Bravo. Eh bien, bravo. Déjà. Voilà. Ce que je ne ferais pas pour l'arbitre de France-Afrique du Sud il y a un an. Moi non plus. Puis on refait un édito tous les jours là-dessus. Ça me fera du bien. J'ai encore la rancune. Deuxième minute de silence. Je suis 100% d'accord avec Philippe David. Je suis désolé. À un moment donné, il y a une maîtrise du geste. Voilà. Moi, j'ai entendu l'explication de... Mais écoutez. Vous avez vu le match? Mais bien sûr, je l'ai vu le match et je vois le geste à un moment donné. Pour une fois, une mauvaise analyse. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se maîtrise, Philippe. À un moment donné, on se maîtrise. Il joue la balle. Il joue la balle. C'est pas parce qu'il joue la balle sur le torse. Et c'est grave de mettre un carton rouge au bout de 20 minutes. Mais Philippe Bilger, vous jouez la balle, mais vous arrivez avec un quart de seconde d'octave, vous cassez la jambe du joueur, c'est carton rouge. Non, mais excuse-moi, mais Philippe, moi qui suis un remarquable sportif. Philippe Bilger, juste, je vous demande un argument, un seul argument. Mais je vous l'ai donné. Non, pas du tout. Ça n'a ni queue ni tête. Et Marquinhos vient bien sûr, c'est exactement comme le type qui écrase quelqu'un en bagnole parce que la personne s'est jetée sur lui. Si tu veux, écoutez, blague à part. Mais moi, je suis pas content. Je termine en vous demandant pourquoi au bout de 20 minutes on peut pas mettre un carton rouge. Mais expliquez-moi. Stop. Pas un carton rouge. Vous êtes trois. Alors moi, je viens du pays de l'Ovalie. Je suis rugbyman et on respecte les décisions de l'arbitre. On nous a toujours appris ça. Les gamins aussi, on leur apprend ça. C'est un jeu d'arbitrage, le rugby, plus que le football. Non, mais c'est pas. Oui, mais enfin, c'est un jeu où on s'en va quand même. Je veux dire qu'il y a, voilà, il y a besoin de chiropracteurs des fois après. Je suis de Tarbes, mon vieux, donc je sais. Et donc du coup, on respecte les arbitres. Et moi, j'ai une de mes filles qui joue au football et je vois elle a 13 ans et je vois déjà à ce niveau-là, je peux vous dire qu'il y a des gestes un peu déplacés d'autres joueuses avec des petites insultes, des brimades, on écrase des pieds et ça, c'est pas les filles qui les inventent, on leur apprend. Et ça, encore une fois, ce n'est que du sport à la fin. Donc il faut aussi respecter ça et on doit respecter l'arbitre. Il a pris une décision, il assume, fin du game. Mais j'ai regardé 30 fois en vidéo, je ne peux pas comprendre qu'on dise il n'y a pas rouge. Mais tu peux tuer, en plus de ça, tu peux tuer un mec. Si tu tapes, si tu tapes avec tes crampons sur le plexus, excuse-moi, je suis désolé, mais c'est terminé. Mais là, quand on voit la trace des crampons sur le thorax. Alors les amis, j'ai une info pour vous. J'ai une info pour vous, les vraies voix du football, c'est demain soir à 20h. Et mon petit doigt me dit qu'on va en reparler. Et mon petit doigt me dit c'est animé par Philippe David. Donc vous en entendrez de nouveau parler. Tu vas pas faire un papier encore sur l'Afrique du Sud, ça me ferait du bien. Allez, tout de suite, les tours de table de l'actu des vraies voix. On va parler de politique politicienne. Ouais, je peux ne qu'être d'accord avec Ciotti. Ah bon? Ça, c'est catastrophique, Thérèse. Comment dire? Alors là, n'importe quoi. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger va parler d'un sport qu'il connaît bien mieux que le football, le tennis de table. La méchanceté. Quand j'étais jeune, au collège notamment, durant les week-ends, la semaine dernière, je jouais beaucoup. On appelait ça le ping-pong à l'époque, et j'aimais beaucoup ça. Mais j'étais dans ce collège, pas le plus mauvais de l'ensemble, mais depuis que j'ai vu jouer le fabuleux Félix Lebrun hier, extraordinaire, en demi-finale où il bat le numéro 2 chinois et en finale et où il bat le japonais, je me suis dit c'est pas le même monde, mais c'est incroyable, le tennis de table porté à cette perfection, une rapidité, des coups droits, des services, d'une diversité absolue, des revers, j'ai jamais su les faire, phénoménal. C'est la première fois qu'un Européen gagne ce master et je pense que ce jeune Félix qui a pour une fois battu son frère Alexis sera peut-être un jour numéro 1 mondial. Il est extraordinaire. Ils sont frères aussi. Alors ils sont extraordinaires, mais moi, alors je vais dire un truc qui vraiment va à l'encontre de tout. Je n'ai pas réussi à me prendre de passion pour ces deux frères. J'ai une passion pour Léon Marchand, j'ai une passion pour Biles, j'ai une passion pour. Il y a plein d'athlètes qui m'ont vraiment fait vibrer. Je
je n'arrive pas à rentrer dans la psyché de ces deux jeunes gens. Alors c'est très beau, hein, mais à l'époque, Jacques Secrétin faisait des choses aussi extraordinaires parce que le tennis de table. Oui, mais là, ils ont embarqué. Ils ont embarqué. Et puis en plus, ils sont générationnels. Ils sont générationnels, mais je n'accroche pas avec eux. C'est vrai. Vous avez joué au ping-pong, François? Non, pas du tout. Non, mais la question est ping-pong du débat. La question elle est sérieuse parce que quand on a joué, non mais je joue bêtement comme tout le monde. La balle est à Jean-Christophe Couvi. Ah oui, là, toc toc. Donc non, mais moi il y a que dans le sport on éprouve ces émotions en fait, où on voit des gens qui arrivent à se transcender. Oui aussi, ça c'est le deuxième effet qui se coule. Et on arrive à se transcender et voilà. Et moi j'ai vu des matchs où même j'en ai participé où il y a des fois on était donné perdant et d'un seul coup je sais pas, il y a une espèce de en foot, en rugby, non pas en foot, en rugby. Mais et du coup je sais pas, une espèce de révolte, une communion avec les copains et on arrive à se révolter, à se transcender et à marquer et gagner quoi. Et je veux dire, mais il y a que dans le sport vraiment on arrive à avoir ces émotions là. Allez, on va faire une. Vous voulez qu'on vous appelle Jean-Christophe Lebrun, c'est ça? Ah non, j'ai pas ce talent, mais je reconnais qu'il y a des générations comme ça de gamins, parce que c'est encore des gamins, qui sont surdoués. C'est leur passion. Ils ont d'ailleurs tout sacrifié pour leur passion. Les parents le disaient. Et ça, c'est extraordinaire que des parents accompagnent leurs enfants dans leur passion. Allez, on va y aller. On fait une petite pause maintenant. Dans un instant, on reviendra sur le yo-yo des élections américaines avec Françoise Degois. Et puis, on reparlera de ces 60 ans de la BRI. Comment gérer justement les disparités entre les polices spécialisées et la police du quotidien. On en parle dans 2-3 minutes. Merci en tout cas de venir nous écouter tous les jours. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et après ce tour de table de l'actu de Philippe Bilger sur la fabuleuse victoire de Félix Lebrun, Françoise Degois, ce yo-yo des élections américaines, quelle erreur finalement aurait pu commettre Trump pour que ça se chavire de ce côté-là? Alors c'est incroyable parce qu'on repart dans l'autre sens. Vous avez vu, vraiment cette campagne est incroyable. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu un Biden dans les cordes et un Trump assez triomphant dont on pensait que rien ne pourrait l'arrêter après son attentat, avec cette image très forte. Ensuite, évidemment, Biden se retire, Kamala Harris arrive et là c'est la propulsion et elle met 5 ou 6 points dans les dents de Trump. Ça se rééquilibre et Trump repasse même devant. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2 jours? Sont les derniers sondages. Alors c'est pas des sondages parce que c'est encore plus précis, c'est dans l'ensemble des États. En réalité aujourd'hui, Kamala Harris a repris très largement la tête. 316 délégués contre 214 pour Donald Trump. Un renversement incroyable à une semaine, comment dirais-je, du scrutin. Je dis ça parce que je n'ai jamais vu une campagne américaine comme cela. D'habitude, on voit Barack Obama, il est derrière Hillary Clinton et d'un seul coup il démarre, il s'arrête plus. Vous avez touche totale entre Biden et Clinton et entre entre Trump et Clinton et entre Biden et Trump. Là, on est en montagne russe et je pense quelle erreur a-t-il pu commettre? Je suis pas sûr que ça soit le McDo. Je pense que c'est véritablement la stratégie de l'insulte. Je pense qu'il y a quelque chose là qui dépasse l'entendement en réalité pour les électeurs moyens. En même temps, Kamala Harris ne m'impressionne pas. Mais pour répondre à votre argumentation, Françoise, on a l'impression précisément que chaque jour peut changer la donne. Alors là, c'est sur des semaines, hein, donc je suis pas sûr que ça puisse réinverser. J'en sais rien. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt un pugilat sur la forme et pas sur le fond. C'est je t'insulte, je te crache dessus, je te vire. Enfin, c'est vraiment très fort, c'est puissant. Surtout, c'est que c'est des mots vraiment orduriers. Et moi, ça me choque parce que la politique, ça doit être tout sauf ça. C'est la première fois que c'est comme ça. Voilà. Parce que c'est la dégradation. C'est ce que veut Trump. C'est une campagne. Mais il veut surtout pas aller sur le fond. Il veut rester que sur la forme, justement sur les insultes. Elle le traite de fasciste. Hein. C'est quand même moins de. Elle se fait traiter de conne par lui et de débile. Non mais attends, laisse tomber la neige. On verra jamais ça. Il n'y a pas vraiment de. Allez, Jean-Christophe Couvi, parce que ça court. 60 ans de la BRI. Comment gérer la disparité entre finalement la police spécialisée et celle du quotidien? Bah oui, c'est tout l'enjeu. Les BRI sont des hommes et des femmes qui travaillent souvent pendant que tout le monde dort pour justement lutter contre le grand banditisme. Ils sont triés sur le volet et la semaine dernière, c'était leurs 60 ans. Voilà, c'est des vieilles dames et vieux garçons. Mais 60 ans, c'est pas rien. Créé donc en 1967. Par le commissaire Lemouette. Ouais, Lemouette, c'est ça. Et puis alors moi, j'ai eu l'occasion de croiser René Georges Kéry et surtout Robert Broussard, parce que j'ai joué au rugby aussi à Suresnes.
et c'était le président de Suresnes, Bob, on l'appelait pour les intimes. Oui. Et c'est des mecs extraordinaires, c'était vraiment des anciens flics, voilà, et des sommités dans notre métier. Après, la police du quotidien, on l'a vu ce week-end, c'est très compliqué d'intervenir. Les unités constituées comme la BRI, le RAID, la BI aussi, on oublie souvent, sur Paris, la brigade d'intervention, la DOPC, notamment, qui était sur les toits, qui était aussi sur les toits de Paris pendant les JO. Ils font partie de la brigade anti-gang, en fait, sur maintenant la FIPN, mais sur Paris. Mais en fait, ces hommes et ces femmes, comme je vous disais, ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils interviennent, souvent, ils sont déjà préparés à intervenir. Ils ont leur cible, ils sont prêts, ils ont l'habitude de travailler ensemble en symbiose. Alors que le policier du quotidien, le collègue, il ne le choisit pas forcément dans la voiture. On n'a pas forcément d'entraînement quotidien comme les services spécialisés. Et on l'a vu ce week-end à Lorient. Quand on intervient, c'est très compliqué parce que justement, vous faites rappelle ce qui s'est passé à Lorient. Avec un sabre, voilà, vous voulez interpeller. Alors, il y a un individu qui est armé d'un sabre, effectivement. Vous essayez de garder le contact parce que il faut. Et encore une fois, je le dis, on n'est pas des tueurs, justement. Et donc, on essaye toujours que ça se passe bien et que la personne pose son sabre. Mais ce qu'on ne calcule pas, c'est que la personne vient au contact. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui viennent au contact des policiers pour en découdre. Et là, on a vu que les policiers étaient surpris. Ils ont utilisé leur pistolet à impulsion électrique. Qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné au premier coup. Le deuxième coup a marché, mais on est passé vraiment à côté d'un drame, parce que si la lame du katana avait été bien affûtée, malheureusement, on a un policier aujourd'hui qui serait peut-être mort, et aujourd'hui, on assisterait à des funérailles. Voilà. Donc ça, c'est toute la différence. Attention, on a un métier particulier, on ne sait jamais sur quoi on intervient, qui on a en face de nous, dans une voiture. Et voilà. Et contrairement aux BRI, et les BRI, juste pour la petite particularité, c'est que les BRI de province n'ont même pas de prime spécifique. C'est-à-dire que tous les soirs, vous rentrez chez vous avec un sac. Dans votre sac, vous avez votre arme de poing, vos armes longues, etc. Vous devez en 30 minutes revenir au service et vous n'avez même pas une prime de risque pour ça, comparé à d'autres policiers. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on doit changer aussi. J'ai bien connu Robert Broussard et j'ai la même nostalgie de ces très grands policiers que je l'ai eu de certains très grands magistrats. Oui, bien sûr. Broussard, ça sonne à toutes les oreilles. En fait, c'est une forme de héros. En réalité, pas seulement pour Mérine. Non, mais pas simplement pour Mérine, mais simplement pour ces flics qu'on aime. En fait, les flics de Trentisquet et des Orfèvres, en réalité, on a un imaginaire du policier, tous est partagé, parce que contrairement à ce que on peut penser, les Français aiment leur police. Moi, je ne crois pas du tout que la France déteste ses policiers. Et je pense qu'ils sont mythiques. Vraiment, Broussard fait partie de gens mythiques. Mais c'est très intéressant de parler de l'enfer du quotidien, parce que je pense que c'est une forme d'enfer, moi. Surtout merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi. Tout de suite, c'est l'Info Plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu a donc annoncé tout à l'heure que Michel Barnier avait été opéré ce week-end. Oui, opéré d'une lésion cervicale. Les résultats de l'analyse seront connus d'ici quelques semaines, indique ce communiqué de Matignon signé par le médecin du Premier ministre. Communiqué qui se veut assez rassurant. Tout s'est bien passé, il écrit. Michel Barnier a repris normalement son travail aujourd'hui à Matignon. Il recommencera ses activités publiques avec le Conseil des ministres jeudi. Le président Macron, en tout cas, avait été prévenu en amont de cette opération de Michel Barnier. C'est ce qu'indiquait un conseiller à l'Élysée. De leur côté, les services du Premier ministre ne donnent pas davantage de précisions, ni sur la pathologie dont souffre le chef du gouvernement, ni sur les modalités, le lieu de cette intervention chirurgicale, parce que c'est vrai qu'en soi, opération d'une lésion cervicale, comme indiqué par ce communiqué, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes, nous explique Sophie Bauer, chirurgienne et présidente du syndicat des médecins libéraux. Ça se situe dans la région anatomique cervicale. Après, ça peut être entre guillemets tout et n'importe quoi. Si ça a été enlevé vite et qu'il est sur pied tout de suite, on peut penser que c'est pas une intervention grave, mais encore une fois, on ne sait pas plus avec les éléments indiqués ici. Ça peut être quelque chose de cutané, ça peut être quelque chose de glandulaire, cervical, ça peut rendre compte aussi des hernies cervicales entre les vertèbres. Donc en fait, on n'a pas plus d'informations que ça. Le docteur Sophie Bauer avec Amélie Béguin pour Sud Radio. Alors en tout cas, Michel Barnier doit rencontrer demain des chefs de groupe de l'Assemblée, du bloc central. Mais en revanche, les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mardi et mercredi, ne figurent pas dans son planning transmis ce soir à la presse, contrairement donc au Conseil des ministres de jeudi qui, pour le coup, devrait bien se tenir en présence de Michel Barnier. C'est quand même un peu inquiétant, Philippe. Mais c'est bizarre. Françoise a eu la réflexion très juste tout à l'heure. Le fait qu'on va attendre
attendre quelques semaines, ça veut dire que on attend un résultat. Donc j'ai été étonné que le docteur Boer, je n'y connais rien, n'ait pas évoqué cela. Je pense qu'elle fait très attention. Elle dit ça peut être glandulaire, donc on ne sait rien. Non, en attendant le résultat, je vois simplement qu'effectivement il se remet, il est fatigué. Est-ce que c'est une forme de transparence sur les bulletins de santé de nos hommes et de nos femmes politiques? Je n'en sais rien. Je trouve ce communiqué un peu bizarre. Voilà, je trouve que c'est à la fois précis, à la fois flou. Bon, wait and see. Non, je souhaite un bon rétablissement, mais a priori il est déjà sur le pont. Non, après on est en attente comme tout le monde, mais oui, je pense qu'aujourd'hui on se doit d'être transparent quand on fait la politique. Mais ça peut déstabiliser quand même un peu quand même. Moi je trouve, surtout en ce moment, quand il y a des votes pour le budget, ça reste le Premier ministre. Il y a des votes pour le budget, ça peut aussi jouer. Alors, et ça fait penser aussi à Fillon. Alors même s'il n'y avait pas d'analyse, mais on sent quand même que psychologiquement, quand vous touchez au cervical, au dos, on sent que vous êtes heureux à Matignon avec votre majorité aussi. On sent que là vraiment c'est la joie tous les jours. Comme on dit, on en a plein. Bon allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup Félix. Mathieu, dans un instant, on va revenir sur cette information. François Bayrou qui défend le 49.3 comme vital pour la 5e République alors que le budget pourrait y recourir encore. Le 49.3 est-il indispensable ou antidémocratique? Alors parlons vrai. Est-ce que le 49.3 est un outil contre l'obstruction parlementaire? Est-ce que les premiers responsables de l'usage du 49.3 ne sont pas les groupes qui font des amendements par centaines, voire par milliers? Et à cette question, comme dit Bayrou, le 49.3 est-il vital pour la 5e République? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Bertrand Mathieu est avec nous, professeur émérite de droit constitutionnel à la Sorbonne, auteur de La justice en questions aux éditions Dialogue. On avait une question, mais comme on est très en retard, professeur, on vous la pose dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est les vraies voix comme tous les jours de 17h à 19h. Et à partir de 19h, on reviendra. Philippe David sera seul aux commandes et sur la cohabitation dans les villes entre les voitures et les vélos. Entre les voitures, les vélos, entre tous les transports. On va en parler avec un maire, un syndicat de policiers, un spécialiste des mobilités et la Fédération des usagers de bicyclettes. Comme ça, on aura tout. On aura quel pluralisme. Non, c'est incroyable. C'est comme du papier je sais plus ce que je voulais dire, mais ça avait l'air génial. Allez, soyez bienvenus. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Il y a des sujets qui ne seront jamais vus par le Parlement. C'est un procédé particulièrement fourbe. Par principe, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que je n'engagerai pas la responsabilité de mon gouvernement lorsque ce sera nécessaire. On va s'apercevoir dans les mois qui viennent que le 49.3, c'est vital en 5e République, quand on n'a pas de majorité. Et vous l'avez entendu, François Bayrou qui nous dit que le 49.3 est vital pour la 5e République. Le leader de Modem l'affirme en pleine épreuve du budget. Le texte et les amendements sont passés au Sénat sans avoir terminé leur parcours à l'Assemblée. Pendant ce temps, les députés s'attaquent déjà aujourd'hui au budget de la Sécu. Alors parlons vrai, est-ce que le 49.3 ne met pas les choses au clair en obligeant chacun à assumer ses choix en cas de motion de censure? Est-ce qu'il ne permet pas la stabilité même en cas de majorité relative? Et à cette question, comme dit Bayrou, le 49.3 est-il vital pour la 5e République? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à la Sorbonne et auteur de La justice en questions aux éditions Dialogue. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, le tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger. Il faut bien voir que François Bayrou a dit que le 49.3 était fondamental lorsqu'on n'avait pas de majorité. C'est le premier point.
Deuxième observation, je pourrais me contenter de dire que le 49.3 est nécessaire puisque le général de Gaulle l'a voulu à l'époque avec la réflexion qu'il a partagée avec Michel Debré. Mais au-delà de cela, il me semble que le 49.3 aujourd'hui n'est pas absurde dans son application, même si certains en ont abusé, parce que il me semble, mais sous le contrôle d'un sachant émérite, c'est que en réalité j'ai l'impression que depuis quelque temps, une multitude d'amendements viennent empêcher la manifestation d'un vote, non pas précisément pour éclairer sa qualité, mais pour l'empêcher. C'est un point de vue sur lequel je mets un point d'interrogation. Françoise Degois. C'est pas vrai pour ce débat-là, ça l'a été peut-être pour les retraites, pour ce débat non. Tous les groupes du Rassemblement national en passant par le Nouveau Front populaire, les macronistes, la droite, ont tous retiré des amendements par paquet de 10 ou de 15 ou de 100, justement pour qu'on puisse aller au bout de l'examen du texte. Donc ça tient pas. Deuxième point, bien sûr qu'il n'est pas vital. Ça me fait quand même un peu marrer, hein. J'ai vraiment envie de me taper les fesses par terre, entendre François Bayrou, qui porte la proportionnelle depuis des années, qui se bat pour le vote, la reconnaissance du vote blanc, nous expliquer par opportunisme politique que c'est vital pour la démocratie. Non mais sérieusement, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Non mais François Bayrou, il habite où? Il est complètement à côté de ses pompes, hein. Excusez-moi de vous le dire. Non, le 49.3, bien sûr, correspond à la lettre, mais ça n'est pas l'esprit de la démocratie. Il faut aller au bout du débat. Quand on est gouverné par une minorité à 5% et avec un groupe macroniste dont on voit qu'ils ils sont complètement à côté de leur pompe, les macronistes, on ne sait pas où ils sont à la cafétéria quand il faut voter, ils laissent le RN soutenir le gouvernement. Eh bien, je pense que non, il faut en terminer de toute façon avec cette 5e République. Jean-Christophe Depuis 1958, je crois que c'est plus de 100 fois on a utilisé le 49.3, ça fait partie de la Constitution, donc on a les règles dans les mains. La Constitution elle est là. C'est vrai que ça fait pas plaisir, notamment l'année dernière, je me rappelle, sur la réforme des retraites, dur, on avait pris la pilule. Oui, c'est dur parce qu'il y a des négociations, c'est un peu comme le dialogue social. C'est-à-dire qu'on vous le supprime et quelque part, mais c'est légal. Voilà. La castration. Et après, il y a de mémoire, je crois, le spécialiste nous le dira, je crois qu'il n'y a pas eu un gouvernement renversé suite à la motion de censure, suite au 49.3. Donc en fait, tout ça, ça me fait bien rigoler. Si, il y en a eu un, non? Je suis pas sûr. Il y a eu zéro gouvernement renversé. Et du coup, à chaque fois, on nous dit, tiens, on fait une motion, et derrière, en fait, ça suit pas. Et donc, les gouvernements passent en force. Donc, il y a beaucoup de théâtre aussi. C'est un peu la commedia dell'arte derrière tout ça. Chacun tire son épingle du jeu et fait du buzz. Bertrand Mathieu, vous êtes professeur émérite de droit constitutionnel à la Sorbonne et auteur du livre La justice en question, publié aux éditions Dialogue. Est-ce que vous pensez, comme François Bayrou, que le 49.3 est vital ou qu'on pourrait finalement s'en passer? Écoutez, je ne vais pas me prononcer sur l'auteur de cette information, mais sur l'affirmation elle-même. Je crois en effet que le 49.3, c'est un outil qui permet à un gouvernement qui n'a pas de majorité solide de faire passer le texte sans vote, la majorité absolue des députés pouvant le renverser. Alors je crois que c'est en effet un outil qui s'impose dans le contexte politique que nous connaissons. Le débat sur le problème de savoir si c'est démocratique ou non. J'allais dire que notre Constitution, elle est le cadre, le mode d'emploi de la démocratie. Et à partir du moment où on utilise l'un des outils qui est dans la Constitution, on peut considérer que c'est opportun ou non, ou pas opportun politiquement, mais on ne peut pas considérer que c'est non démocratique. Enfin, la Constitution de 1958, elle est faite pour assurer une stabilité gouvernementale, quel que soit les équilibres à l'Assemblée nationale. Et je crois en effet que c'est en tout cas, que l'on en use ou que l'on en abuse, un outil essentiel dans les institutions de la Ve République. Attendez François, je rebondis sur ce qu'a dit François Bayrou, qui dit il n'y a rien de plus démocratique que le 49.3. Non mais écoutez, là, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais bien sûr, il n'y a rien de moins démocratique. Pardon. C'est ni il n'y a rien de plus démocratique, ni il n'y a rien de moins démocratique. C'est un outil qui est fait pour servir dans des situations particulières, dans des situations un peu extraordinaires,
comme celle que nous connaissons, mais c'est pas un mode de fonctionnement normal et ordinaire des institutions. Il y a un gouvernement en fait qui a été renversé, c'est celui de Georges Pompidou en 1962. Il est renversé par une motion de censure et derrière dissous immédiatement et il sort renforcé. Moi, je pas d'un engagement de responsabilité sur la tête. J'ai bien compris, mais excusez-moi, les bras m'en tombent de vous entendre parler comme ça. Le 49.3 est totalement artificiel et crée un rapport de force artificiel car il ne correspond absolument pas. À un moment donné, vous vous rendez bien compte que plus que jamais, je parle même pas de Rocard, et je parle même pas des macronistes version de 2022, plus que jamais, cette assemblée correspond et ne correspond absolument pas au choix profond, ce qui se passe avec les Français. Et sur la réforme des retraites, vous aviez 85% des Français qui étaient opposés à cette réforme des retraites et on la passe au 49.3. On ne peut pas avoir une assemblée. On ne peut pas avoir une assemblée qui est coupée du pays réel comme ça. C'est pas possible. Professeur, c'est que le choix des électeurs n'a pas été clair. C'est tout. Excusez-moi, mais sur les retraites. Françoise, on le laisse finir. Je pensais qu'il avait terminé. Pardonnez-moi, professeur. Mais dans laisser répondre le professeur. Mais je le vois qui est silencieux là. Oui, allez-y, Philippe Bilger. Monsieur le professeur. Au fond, même en raisonnant selon le dessin gaulliste, est-ce qu'il y aurait une autre alternative possible au 49.3 pour permettre à l'exécutif de fonctionner de manière efficace ? Écoutez, Philippe Bilger, d'abord permettez-moi de vous saluer et je vais vous répondre non. Le problème, c'est que on met dans la Constitution de 1958 un certain nombre d'instruments entre les mains du gouvernement pour assurer une stabilité, quelle que soit ou presque la situation politique. En fait, on raisonne aujourd'hui, non pas avec une majorité positive, mais avec une majorité négative. C'est-à-dire que le gouvernement peut gouverner tant qu'il n'a pas contre lui une majorité absolue de députés. C'est ça la règle du jeu. On peut la contester, mais c'est la règle du jeu, c'est la règle fixée par la Constitution. Jean-Christophe Couvi. Non mais sinon on revient à la Troisième République en fait et c'est ingouvernable et donc à un moment donné ou à la quatrième. Ou à la quatrième, mais je peux comprendre que l'esprit de la troisième c'était ça d'ailleurs, c'était complètement ingouvernable. Mais je peux comprendre aussi que justement le général de Gaulle a voulu donner les moyens de mener sa politique et aujourd'hui on a cette constitution. En 2008 de mémoire, je crois que la constitution a été un peu changée par rapport au justement 49.3. On peut pas l'utiliser autant de fois qu'on veut. Si vous permettez, ça a été très réduit. Puisqu'on peut l'utiliser pour les textes financiers et pour un projet ou une proposition de loi par session parlementaire. Donc c'est pas, en tout cas, c'est pas un mode général de gouvernement aujourd'hui, ce que ça a pu être dans le passé. Mais est-ce que quelque part, excusez-moi, on le contourne pas assez facilement parce qu'on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut pour le projet de budget et projet de loi de finances de la sécurité sociale que donc sur les lois, on va dire cardinales. La loi cardinale, bien sûr. Les deux avec le PLFSS, finalement, on peut pas l'utiliser. Vous me passerez l'expression encore une fois à gogo. Bien sûr. Mais l'idée, encore une fois, et vous avez raison, ce sont des textes particulièrement importants qui font que sans budget, on ne peut pas gouverner et le pays se trouverait en effet dans l'incapacité de fonctionner, d'où cet accent mis sur son utilisation en matière budgétaire. Alors, je voulais ajouter que je ne suis pas en train ici de porter un jugement sur la pertinence ou la non-pertinence de son utilisation aujourd'hui, simplement sur la validité de l'instrument et sur son utilité dans le système constitutionnel. Mais professeur, personne ne remet en cause la validité du 49.3 et personne, c'est très bien que vous vous réfugiez sur les textes et sur la quintessence même du 49.3. Il n'y a personne dans la classe politique qui remet en cause la légalité du 49.3. Je peux faire, on peut faire 1h30 de conférence là-dessus, vous et moi. On peut faire 1h30 de conférence. Mais là, c'est autre chose. Ça, c'est une réforme des institutions. Mais je vous parle pas de ça, là. Personne ne dit, n'accuse le gouvernement d'être dans l'illégalité. C'est intéressant que vous soyez professeur. Vous parlez de la pertinence. Mais tout est justement dans la pertinence. Tout est justement dans les conséquences sur l'écosystème et le débat démocratique. Vous êtes un spécialiste de la Constitution et de la 5e ou de la 6e peut-être. Moi, je suis désolé de vous dire qu'on ne va pas pouvoir continuer 10 000 ans et plus encore avec un tel déséquilibre des pouvoirs du Parlement par rapport
rapport à l'exécutif et plus encore un tel déséquilibre des pouvoirs du Parlement et de l'exécutif par rapport au pouvoir du président de la République. Ça n'est pas possible. Il y a toujours un moment, si vous voulez, où l'Assemblée, elle est arrêtée. Si elle n'est pas arrêtée par l'exécutif, elle est arrêtée directement par la présidence de la République. Monsieur le professeur. Si vous permettez, on m'a interrogé sur la place de ce mécanisme d'institution de la Ve République. Je ne suis pas là pour faire de la politique au sens engagement du terme. Je suis là simplement pour essayer d'expliquer ce qui pourrait paraître très simple. Essayer d'expliquer la logique des institutions. Mais tout le monde la connaît, en fait. La seule expression sur laquelle je m'inscris en faux, c'est de dire que ce n'est pas un mécanisme démocratique. C'est un mécanisme démocratique parce qu'il est prévu par la règle du jeu de nos institutions démocratiques. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas oublier que la contrepartie du 49.3, c'est de mettre justement, d'engager la responsabilité d'un gouvernement. Donc en fait, vous mettez votre responsabilité sur la table. Si la motion et si les votes vous destituent, le gouvernement tombe. Donc en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que oui, vous passez en force, mais de l'autre côté, vous dites, je peux aussi prendre un carton rouge. Et maintenant, est-ce que justement dans l'Assemblée nationale, ils iront jusque-là? C'est ça la vraie question. C'est ça la démocratie aussi. Moi, je trouve que je ne suis pas d'accord avec vous sur le caractère. Bien sûr qu'il est démocratique parce qu'il est légal, mais les conséquences ne le sont pas. Par ailleurs, sur la motion de censure, la semaine dernière, j'aurais juré cracher mes deux mains et mes deux pieds que cette motion de censure serait rejetée. Je n'en suis pas si certaine. J'entends les déclarations de Jordan Bardella ce matin qui commence à dire attention, on va mettre nous-mêmes notre propre motion de censure. Je ne sais pas en réalité. Je trouve qu'il y a énormément de crispation sur ce débat budgétaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu dégradé. Je trouve que c'est très dégradé en fait. Oui, mais vous avez probablement raison sur la qualité du débat. Mais madame, ce que vous disiez vous-même, c'est qu'il y a un risque, saurait le mesurer, mais qu'il y a un risque de censure du gouvernement, c'est-à-dire qu'on est dans un processus de responsabilité qui est susceptible de fonctionner. C'est le mécanisme même de la démocratie et du parlementarisme. Mais Bertrand Mathieu, Jean-Christophe Couvi m'a envoyé comme ça un fluide intéressant. Est-ce que ce qu'il dit, c'est pas très juste, c'est que c'est pas l'équilibre des institutions? L'Assemblée nationale peut faire sauter le gouvernement, mais le président de la République peut faire sauter l'Assemblée nationale, et le Sénat ne peut pas faire sauter le gouvernement, et le président de la République ne peut rien contre le Sénat. Est-ce que quelque part, c'est pas un équilibre? Absolument. Sauf que dans le cas de figure où nous sommes, le président de la République ne peut plus faire sauter. C'est fini. Oui, là, dans heureusement important dans la circonstance dans laquelle nous sommes. Et je suis d'accord avec votre analyse de manière générale. Philippe, est-ce que au-delà du 49.3, est-ce que il n'a pas été plus discuté qu'en d'autres circonstances politiques parce que il dépendait un peu de la manière peut-être atypique dont Emmanuel Macron pratiquait, par exemple, son pouvoir présidentiel? Oui, le problème, c'est que Emmanuel Macron s'est trouvé comme un certain nombre de ses prédécesseurs, en tout cas les premiers ministres qui étaient nommés par le président de la République, se sont trouvés avec des majorités relatives. Et à partir du moment où il y avait des majorités relatives, finalement, que la politique vienne du président ou qu'elle vienne du Premier ministre, il leur a fallu utiliser cet outil. Le problème, encore une fois, quand on dit que la situation majoritaire à l'Assemblée est quand même très particulière, ça vient du fait que les électeurs n'ont pas envoyé à l'Assemblée une majorité claire, ça je crois que c'est évident, et à partir du moment où ils n'ont pas envoyé une majorité claire, il faut bien gouverner ce pays, et pour gouverner ce pays, il faut utiliser un certain nombre de mécanismes prévus par la Constitution. Merci beaucoup Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à la Sorbonne et auteur de ce livre, La justice en question, publié aux éditions Dialogue. Merci mille fois d'avoir accepté. C'était très bien, monsieur le professeur. Notre invitation. Philippe Bilger, on vous retrouve demain avec grand plaisir. Merci beaucoup Françoise Degois. Merci Jean-Christophe Couvi. Et bravo pour cette première. Bravo. Il n'hésite pas, il est fluide. On l'a pas beaucoup embêté. La prochaine fois, apportez vos menottes. Bilger adore ça. Oui, n'importe quoi. Ça fait mal. Allez, je voulais abandonner. Dans un instant, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Dans un instant, Philippe Bilger sera avec nous. Non, Françoise. Philippe David.
Non, hein, j'ai dit quoi? Philippe Bilger. Oui, il sera avec nous au dîner. Voilà, la mauvaise foi. Bonjour. Et on parle bien sûr des différents moyens de transport. Comment tout ça cohabite dans la ville? Comment est-ce qu'on peut améliorer la cohabitation entre voitures, vélos, mobiles, trottinettes électriques, etc. Et on va en parler avec une maire, un porte-parole de syndicat de policiers, mais qui n'est pas unité, le président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, et Yves Cara, le porte-parole du Mobilité Club France. Et voilà, et 0826 300 300 si vous voulez râler d'un moment ou un autre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Wow.